Il est 10 heures, nous allons commencer. Bonjour à tous, bienvenue. Merci déjà à ceux qui se sont connectés, on va dire 30 minutes en avance. Merci. Donc, je vois qu'il y a des gens qui continuent à entrer dans la salle. Ok, je vois une question. Oui, on a déjà activé l'option d'enregistrement de la réunion. Alors, nous débutons. Bonjour à tous, rebonjour encore. Je réponds au nom de Coco Lomabi à la Laura. Je suis responsable communication marketing chez Ségus RDC et nous avons Monsieur Fils que je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour, je suis Fils Nzamitéré, le responsable du support utilisateur de Ségus Kinshasa. J'espère que tout le monde nous entend correctement. Donc, on va se rassurer que vous nous captez très bien. Avant que je poursuive, si vous pouvez vous manifester, confirmer que vous nous captez 5 sur 5. Merci, Monsieur Daniel. Alors, on va vous présenter notre webinaire. Donc, vous savez le... OK, merci. OK, merci. Le thème est la dématérialisation du numéro import-export via le guichet unique intégral du commerce extérieur. Alors, ce webinaire va se dérouler de trois parties. Donc, nous avons la première partie qui sera la partie théorique et nous aurons la partie démonstration, donc qui est la deuxième partie, et nous allons conclure par un jeu de questions-réponses. Alors, de quoi il s'agira exactement? Pour la partie théorique, nous allons vous parler du contexte. Donc, le numéro import-export, à qui est-il destiné réellement? Et le numéro import-export, c'est quoi exactement? Avant même de poursuivre la présentation et d'entrer dans les vifs du sujet, le numéro import-export est un numéro qui est attribué par le ministère du Commerce extérieur, dans lequel se trouve un code attribué aux opérateurs économiques afin de pouvoir effectuer les opérations d'importation et d'exportation en République démocratique du Congo. Nous allons, après le contexte, parler de pourquoi aujourd'hui le numéro import-export est-il dématérialisé. Donc, nous allons entrer dans les vifs du sujet en vous démontrant et en vous présentant les objectifs. Ensuite, nous allons parler du processus de paiement. Comment cela se fait réellement? Et quel est le rôle de banque? Je pense que vous remarquerez que la plupart des invitations qui ont été envoyées sont particulièrement adressées aux banques. Nous avons envoyé des invitations aux opérateurs économiques, mais notre objectif aussi, c'est de pouvoir atteindre les banques. Voilà pourquoi nous allons parler du rôle de banque dans cette dématérialisation. Et ensuite, nous allons parler des avantages que tirent les différents opérateurs économiques par rapport à cette dématérialisation. Et ensuite, nous allons vous présenter le schéma du processus. Comment cela se passe théoriquement? Et nous avons les recommandations parce que vous savez, lorsque nous dématérialisons un document, il nous faut faire des recommandations pour nous permettre, nous tous, de pouvoir avoir des tips ou des comportements qui nous permettent justement de bien mener, on va dire, cette réforme, mais aussi cette dématérialisation parce que c'est très important pour nous tous. Alors, juste après les recommandations, nous allons passer directement à la démonstration et cela sera fait par Monsieur Fils. Il faudra noter que lors de sa présentation théorique, nous aurons les interventions des différents collègues. Nous aurons notamment Monsieur Trésor, Monsieur Freddy, ainsi que Madame Oumi pour des questions techniques. Et enfin, nous allons passer au jeu de questions-réponses. Vous aurez remarqué que nous avons désactivé le son. C'est vraiment pour vous permettre de plonger dans la matière et de pouvoir comprendre réellement cette dématérialisation. Et juste après, nous pourrons répondre à vos questions. J'espère que ce schéma déjà est bon pour vous et je ne vais pas monopoliser la parole et permettre à Monsieur Fils de débuter avec la présentation proprement dite. Et une fois de plus, merci à tous pour votre participation. Merci. Donc, nous étions en train de dire que le numéro import-export est à ce jour dématérialisé dans les guichets uniques. C'est-à-dire que c'est un numéro qui est obligatoire pour tout opérateur économique qui souhaite importer ou soit exporter en République démocratique du Congo. Alors, cette procédure des demandes ou soit des renouvellements a été dématérialisée dans les guichets uniques, ce qui fait que à ce jour, les demandes physiques auprès du secrétaire général au commerce ne sont plus traitées.
Donc, les requérants doivent recourir obligatoirement à la plateforme de guichet unique pour pouvoir soumettre sa demande de numéro import-export ou soit sa demande de renouvellement du numéro import-export. Cela va dire qu'avec cette procédure, le paiement de la note de perception associée se réalise également via la plateforme de guichet unique par les banques commerciales. Alors, il faut dire également que cette note de perception liée à l'octroi ou soit au renouvellement du numéro import-export est également dématérialisée dans les guichets uniques. Alors, quels sont les objectifs poursuivis en dématérialisant ces numéros import-export? Primo, c'est d'abord de simplifier le règlement des frais liés à la délivrance du numéro import-export ou soit au renouvellement, assurer également la traçabilité et la sécurité des paiements. Troisièmement, c'est pour canaliser les recettes du trésor public et en dernier lieu, c'est réduire également les délais de validation des demandes au niveau des instances qui traitent le numéro import-export, notamment le secrétariat général au commerce et également la DGRAD qui intervient pour pouvoir facturer et émettre la note de perception liée à cette demande. Alors, maintenant, nous allons parler du processus de paiement au niveau des banques, l'étape. L'étape du processus de paiement, comment ça se passe lorsque un requérant ou soit un importateur ou un exportateur soumet sa demande de numéro import-export au niveau du ministère du Commerce extérieur. C'est-à-dire que l'opérateur économique qui dispose déjà d'un compte dans le guichet unique intégral du commerce extérieur va devoir se connecter dans le guichet unique. Depuis son compte utilisateur qu'il a dans le guichet unique, il a la possibilité de pouvoir soumettre une demande de numéro import-export, ou soit du renouvellement, auprès du secrétariat général au commerce. Alors, une fois que le secrétariat général au commerce reçoit cette demande instantanément en ligne, ils ont la possibilité de pouvoir la traiter et ensuite la DGRAD vient en second lieu pour pouvoir émettre la note de perception, soit la facture liée à cette demande d'octroi des numéros import-export. Et cette note de perception, c'est dans le bordereau de frais unique, du guichet unique, que les banques vont devoir retrouver cette note liée à cette demande du numéro import-export. Alors, l'opérateur économique se rapproche de sa banque, le paiement de la note, c'est-à-dire qu'il va devoir mettre à la disposition de sa banque le référence possible pour retrouver cette note sur la plateforme guichet unique et de pouvoir passer les paiements. Alors, la banque qui est habilitée à pouvoir payer les factures, soit la note de perception liée à cette demande, la banque va devoir se connecter également dans les guichets uniques, retrouver cette facture ou cette note de perception et passer à la confirmation du paiement dans les guichets uniques. Et une fois que la confirmation de la banque est effectuée, c'est-à-dire la note est payée en bonne et due forme, et que la note de perception est passée en statut payé, automatiquement, le commerce extérieur reprend la main pour pouvoir ensuite délivrer ces numéros import-export exclusivement sur la plateforme guichet unique. Donc, cela va dire que cette opération de la banque, de l'acquittement de la note de perception, est capitale pour que un opérateur économique puisse entrer en possession de son numéro import-export délivré par le commerce extérieur. Étant donné qu'avant cette délivrance, il est obligatoire, impératif que la note soit d'abord acquittée pour permettre au ministère du Commerce de prendre la main et de finaliser le process et d'octroyer le numéro import-export aux requérants. Alors, je vois des mains levées. Est-ce qu'on peut patienter, s'il vous plaît? Je sais que vous avez déjà des questions.
Vous pouvez noter si vous avez des carnets. On va répondre à toutes les questions. Donc, notre objectif principal, c'est vraiment de recueillir toutes vos préoccupations et d'y répondre. Mais permettez-nous vraiment de nous plonger dans le corps, de permettre à Fils de vraiment vous faire la présentation complète. Et ensuite, nous allons revenir pour vos questions, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, c'est quoi les rôles des banques dans ce processus? C'est d'abord l'accès au module du GUS dédié au paiement, c'est-à-dire les banques sont appelées à pouvoir, d'abord, l'opérateur banque doit disposer d'un compte GUS pour lui permettre de pouvoir se connecter dans la plateforme du GUS, dans S1, et ensuite de vérifier les références qui sont mises à leur disposition par les opérateurs économiques. Donc, ils doivent vérifier que le BEFI est renseigné, la référence de la note est renseignée et également le numéro du dossier de la demande du numéro import-export est renseigné. Et sur base de ces éléments, la banque a la possibilité maintenant dans le guichet unique de pouvoir retrouver cette note de perception liée et de pouvoir la valider, faire la validation du paiement et transmettre également la confirmation, c'est-à-dire confirmer également dans le guichet unique l'acquittement de cette note de perception par la banque concernée. Alors, on va parler des avantages. Pour les opérateurs économiques, c'est quoi les avantages qu'ils ont pour cette dématérialisation du numéro import-export? D'abord, c'est le paiement est simplifié, c'est-à-dire que au niveau de la plateforme, ils ont la possibilité de sélectionner la banque de son choix. Il va devoir prendre en charge le paiement de la note de perception. Le gain de temps et réduction des déplacements. C'est-à-dire qu'en un seul lieu, depuis son bureau, depuis n'importe quel lieu géographique, l'opérateur économique a la possibilité de pouvoir initier cette demande et en retour de recevoir ces numéros import-export sans pour autant se déplacer vers les administrations habilitées, c'est-à-dire le commerce extérieur, la banque. Et donc, ça dit que la procédure est vraiment simplifiée et dématérialisée. C'est également l'accélération du traitement du dossier, c'est-à-dire qu'en un temps record, ces numéros import-export peuvent être traités par le commerce extérieur et être délivrés également aux requérants avec une célérité accrue. Et également la transparence et la fiabilité dans les opérations. Donc, ce sont là les avantages que les opérateurs économiques ont avec cette dématérialisation des numéros import-export au travers de la plateforme de guichet unique. Alors, pour synthétiser, pour schématiser un peu tout ce que nous avons évoqué, là, nous avons quatre étapes étapes qui se sont présentées, c'est-à-dire, premièrement, c'est l'opérateur économique qui initie depuis la plateforme guichet unique sa demande. Il soumet par la suite au niveau du secrétaire général du commerce extérieur. Et en deuxième lieu, le secrétaire général du commerce extérieur prend la main sur la demande pour traiter. Et ensuite, la DGRAD qui est commise au secrétaire général du commerce va devoir émettre la note de perception. En troisième lieu, c'est la banque, bien évidemment, ça concerne vous les banques, de pouvoir, sur base des éléments mis à votre disposition par le requérant, de rechercher cette note de perception et de devoir passer les paiements et acquitter la note également dans les guichets uniques pour permettre à ce que le commerce extérieur reprenne la main ensuite, après acquittement de cette note, et délivrer les numéros import-export aux requérants. Donc, voilà un peu les quatre étapes qui schématisent un peu ces processus d'octroi de numéros import-export. Alors, comme recommandation, étant donné qu'il est de notre devoir, les guichets uniques, de pouvoir vous accompagner également dans tout ce que vous faites pour les opérations d'import-export au travers de la plateforme, il est également important de pouvoir sensibiliser, c'est-à-dire vous également les banques, vous les points focaux, vous le responsable, de sensibiliser les agents en interne sur le paiement de la note liée au numéro import-export via la plateforme guichet unique.
et également de pouvoir accélérer les traitements, c'est-à-dire que lorsque vous êtes devant une demande, soit l'acquittement d'une note des notes de perception, de le faire avec célérité, et cela va permettre à ce que l'opérateur économique accède de manière rapide à au numéro import-export qui est délivré, qui sera délivré par les commerces extérieurs. Et également, si vous pensez que vous, dans votre exercice quotidien du travail, vous avez des difficultés, vous avez des soucis, n'hésitez pas de pouvoir vous rapprocher du support Segis pour que nous puissions vous apporter un secours, soit une assistance, afin que le traitement soit vraiment beaucoup plus fluide dans la plateforme guichet unique. Alors, pour terminer, donc là, je m'en vais vous afficher la note du secrétaire général qui a institué cette opérationnalisation de l'octroi du numéro import-export au travers de la plateforme guichet unique, et c'est depuis le 5 octobre 2025 que cela a été rendu public, opérationnel. Voilà un peu ce que je pouvais vous présenter concernant le numéro import-export. Nous sommes là disposés à répondre à toutes vos questions que vous allez poser. Merci. D'accord. J'aimerais demander aux participants, s'il vous plaît, de pouvoir déjà noter vos questions, parce que là, M. Fils va préparer la partie démonstration, histoire vraiment de vous plonger dans l'univers de cette dématérialisation. Donc, M. Fils est en train de préparer les éléments. Oui. OK. Donc, je vois, il y a déjà une question. Vous pouvez noter, donc je pense que ça ne prendra pas beaucoup de temps la démonstration. Notez déjà vos questions, comme ça nous allons directement passer aux réponses. Voilà. Vous pouvez partager l'écran. Oui, oui. Voilà. Alors, je pense que mon écran est visible à travers vos écrans. Là, devant vous, vous avez une note de perception qui est dématérialisée dans le guichet unique. Je pense que vous le faites déjà avec d'autres ministères où les opérateurs soumettent des demandes pour les autorisations ministérielles. Vous acquittez également des notes de perception. Mais cette fois-là, c'est une note liée à l'octroi du numéro import-export. Alors, sur cette note de perception, il y a cette référence du bordereau de frais unique qui figure juste au-dessus. Et vous avez la référence de la note qui est là. Et là, c'est l'article budgétaire où le ministère renseigne lors de l'émission de la note de perception. Également, cet article budgétaire, vous allez la retrouver, je pense que c'est les codes qui est en bas, là, c'est les codes. Je vais préciser qu'ici, nous sommes sur un environnement de test. Donc, ce n'est pas un environnement de production réelle, nous sommes sur un environnement de test. Alors, cet article budgétaire, c'est également repris ici en bas. Nous allons revenir plus tard. Alors là, vous avez les informations sur les créditaires et les informations sur les débiteurs. Et juste en bas, vous avez les statuts de la note qui est émise et bien évidemment la date de l'émission de cette note de perception. Et là, nous avons le nom de la banque qui est désigné pour l'acquittement de la facture. Et juste en bas, nous avons la référence de cette demande qui a été adressée au commerce extérieur pour l'octroi de ces numéros import-export. Et juste en bas, nous avons maintenant les informations sur le paiement de la facture, c'est-à-dire les codes budgétaires, c'est-à-dire l'article budgétaire est là, ça vous permet de pouvoir canaliser le paiement vers les comptes du Trésor qui est lié à cet effet. Et là, ce sont les informations sur le montant de la note qui a été émise par la DGRAC. Et juste en bas, vous avez
le montant total de la note, soit de la facture. Alors, comment retrouver cette note sur la plateforme guichet unique? Donc, je m'en vais faire s'il vous plaît. Ah, je vais réinitialiser. Alors, je pense que là, je suis sur le profil banque, c'est un test également. C'est ces profils que vous avez à votre disposition, vous les banques, pour pouvoir retrouver le facture. Alors, là où il y a type de facture, vous avez la possibilité ici, si vous voulez sélectionner que les notes de perception qui sont liées au numéro import-export. C'est-à-dire, avec ces combos, vous allez dérouler cette liste jusqu'à Voice Impact. Voilà, juste à avoir cette indication ici de facture. C'est-à-dire invoice numéro import-export. Et quand vous sélectionnez ces derniers, je fais la recherche, le système ne sélectionne que les notes de perception liées au numéro import-export, à la demande du numéro import-export. Et là, vous avez bien évidemment la colonne qui renseigne les dates et l'émission de la note, la référence, le numéro, l'identifiant de la note, la référence liée, c'est-à-dire les bordereaux de frais uniques auxquels appartient cette note. Vous avez les types de factures et là, vous avez le nom du débiteur ou soit l'entité qui appartient à cette note, qui doit devoir acquitter, payer cette note. Et là, vous avez le montant de la note et puis les statuts de la note. Et bien évidemment, la date du statut. Alors, une fois que la facture est retrouvée sur base soit du bordereau de frais unique ou soit de la référence de la note qui est là, vous avez la possibilité, comme d'habitude, de pouvoir afficher cette note, par exemple, et vous allez remarquer qu'il a comme statut émise. Et vous avez la possibilité de pouvoir procéder au paiement comme vous le faites toujours. Voilà. Procéder au paiement de cette note. Et je sélectionne le mode de paiement. Je prends transfert bancaire. Ça peut être aussi les cash espèces. Donc là, vous avez les différents modes de paiement, comme vous le savez. Je sélectionne. Je prends le numéro de transaction, titulaire du compte, par exemple, transaction numéro de compte, et je peux par la suite confirmer le paiement sur la plateforme. Et du coup, avec quelques clics, la note de perception est passée en statut payé. C'est-à-dire du côté du ministère, soit du côté du commerce extérieur. À ce moment-là, ils ont maintenant la possibilité, ils ont l'information de l'acquittement de cette note et ils peuvent maintenant octroyer, poursuivre et délivrer les numéros import-export aux requérants. Donc, c'est-à-dire que les banques ont une part de responsabilité dans ce processus qui est énorme. C'est celui de pouvoir acquitter les notes à temps pour permettre à ce que les opérateurs économiques accèdent également dans les délais euh, à leur demande qui a été traitée par les commerces extérieurs. Voilà la petite démonstration que nous pouvions vous présenter. Là, nous sommes disposés à répondre à vos questions. D'accord. Merci, Monsieur Fils. Merci de nous avoir plongé dans cet univers. Je pense que, comme moi, comme vous aussi, chers participants, que vous avez quand même eu quelques éclaircissements par rapport à la présentation de Monsieur Fils et que vous comprenez que le guichet unique intégral du commerce extérieur, ce n'est pas qu'une affaire de Ségus RDC, mais c'est une affaire de tous. Et j'aimerais rappeler ce que Monsieur Fils a dit, notamment sur l'acquittement des factures. Donc, une fois que chaque partenaire, chaque intervenant agit à temps et en heure par rapport à l'action qui lui est requise, vous comprenez que les documents seront livrés en temps et en heure. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à prendre des questions.
Alors, je ne sais pas si Monsieur Trésor, notre responsable relations partenaires, et Monsieur Freddy, responsable des opérations OUMI, vous nous entendez, si vous avez déjà des éléments ou des points d'attention par rapport à cette présentation, avant qu'on ne puisse commencer à prendre les questions. Monsieur Trésor, des commentaires? Non, c'est bon pour nous, la présentation était claire. D'accord, Merci. merci beaucoup. Ah, merci Freddy. Alors, nous avons la question de Monsieur Popol. Possible dans... Oh, sorry, pardon. C'est pas ça. Bonjour, micro. Ok, on descend. Voilà. Alors, que se passe-t-il pour les demandes de renouvellement du numéro? Beaucoup des personnes physiques, surtout, ne disposent pas de certaines dispositions sur la durée de validité du numéro. Serait-il possible de rappeler, excusez-moi, serait-il possible de rappeler dans la plateforme comme une notification les échéances pour son renouvellement? Waouh, c'est plusieurs questions, hein. Serait-il possible de nous partager inbox le lien pour revoir cette présentation? Ok, la présentation déjà, on va partager. D'accord. Donc, je pense que monsieur, ça c'est la question de monsieur Rémy. Je pense que c'est 3 questions. Donc, 2 questions, on va dire. Que se passe-t-il pour les demandes de renouvellement du numéro? Ça, c'est la première question. Oui, merci d'abord pour la première question, Monsieur Rémy. Alors, pour le renouvellement, que ce soit pour la première demande que ça soit pour le renouvellement, je pense que la plateforme guichet unique a été dressée dans ce là de pouvoir que les assujettis, les opérateurs économiques ont la possibilité de pouvoir faire la demande soit de l'octroi, première demande, ou soit du renouvellement du numéro import-export. Donc, c'est pris en charge dans les guichets uniques et également pour le ministère, au niveau du commerce extérieur, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de pouvoir identifier une demande des numéros import-export et également une demande des renouvellements des numéros import-export. Voilà. D'accord. J'espère que, Monsieur Rémy, vous avez eu satisfaction à votre question. Excusez-moi. Donc, il y a des questions qui rentrent, hein. Alors, il poursuit en disant, beaucoup de personnes physiques surtout ne disposent pas de certaines dispositions sur la durée de la validité du numéro. Serait-il possible de rappeler dans la plateforme comme une notification les échéances pour son renouvellement? Donc, lorsqu'on approche déjà de la date d'échéance, l'opérateur économique peut-il être notifié pour savoir qu'il doit renouveler son numéro import-export? Est-ce que c'est possible dans le système? C'est ce qu'il demande. OK, donc déjà, le numéro import-export, il est connu que c'est pour une année civile, c'est-à-dire qu'il est renouvelable au 31 mars. Ça, c'est déjà établi par l'arrêté qui encadre cette disposition. Donc, c'est-à-dire qu'au 31 mars, toute la CGT est obligée de pouvoir déjà avoir son numéro import-export renouvelé. C'est-à-dire, depuis janvier, à commencer de janvier, c'est-à-dire le numéro import du 1er janvier, le numéro import-export de l'année précédente tombe. Vous devez obligatoirement disposer d'un numéro import-export de l'année en cours. Et pour ça, il est accordé ces 3 mois-là de moratoire pour pouvoir laisser tous les opérateurs économiques de pouvoir se conformer jusqu'au 31 mars. Donc, au-delà du 31 mars, c'est à ce moment-là que vous êtes maintenant vous avez un numéro import-export qui est dit obsolète au niveau du ministère du Commerce extérieur. Donc, il doit comprendre que la notification ne se fait pas dans le système. La notification ne se fait pas dans le système, mais la plateforme est appelée à évoluer. Si demain, avec le ministère, on s'accorde pour pouvoir notifier au 31 mars, soit au 1er janvier, notifier les différents opérateurs économiques, c'est-à-dire qu'il est possible de les faire dans la plateforme également. Voilà. Néanmoins, ces dispositions sont déjà connues de tous. En mars, chaque opérateur économique doit avoir un numéro import-export renouvelé de l'année en cours. Ok, merci Monsieur Fils. Nous avons une question de
Chilumba. Dans combien de temps le numéro import-export peut être disponible une fois la demande initiée sur la plateforme? Oui, merci pour la question. Avec l'expérience déjà depuis le lancement, c'est-à-dire en maximum une journée, l'opérateur économique peut accéder à son numéro import-export délivré. Bien évidemment, ça dit que le point de blocage que nous avons identifié jusque-là, c'était la lenteur également au niveau de l'acquittement des notes de perception par les banques. Donc voilà pourquoi nous nous sommes dit de pouvoir échanger avec vous pour que vous puissiez vraiment jouer un rôle très important dans ce processus-là d'octroi du numéro import-export. Mais avec expérience déjà, en une journée maximum, un assujetti peut accéder à son numéro import-export. Très bien. J'espère que c'est clair pour vous, Chilumba. Je pense que j'aimerais encore marteler là-dessus parce que c'est une action qui nous concerne tous. Quand on parle du guichet unique intégral du commerce extérieur, quand on parle de cette réforme, la réforme implique les actions de tous, nous tous qui sommes présents et surtout les banques. Allez-y comprendre par rapport aux propos de Monsieur Fils que vous avez des actions à entreprendre qui vont aider à ce que nous puissions dématérialiser ou encore opérer de manière très efficace. Donc, vraiment un rappel à nous tous de pouvoir nous impliquer. Nous savons que vous le faites déjà, raison pour laquelle vous êtes présents à cette, j'allais dire réunion, mais à ce webinaire pour pouvoir échanger et tirer aussi quelques informations de la part de Ségus. Donc là, c'est, on va dire, un rappel, mais c'est aussi une demande indirecte parce que nous savons que vous le faites déjà très bien. Et pourquoi pas dans un futur proche d'ici, on va dire, quand on parle de 24 heures, ça sera 1 heure ou 30 minutes. Donc, quand l'opérateur économique fait sa demande, il a dans les 30 minutes qui suivent. Pourquoi pas? Alors, nous avons une autre question. Le numéro, là, c'est par rapport à la démonstration que tu as faite. Le numéro du compte qu'il faudrait renseigner, c'est celui du client ou celui du trésor public? OK. Je pense que le numéro du trésor public, c'est-à-dire vous avez les codes, là où nous avons illustré les codes, c'est le code de l'article budgétaire qui est renseigné par le commerce extérieur, c'est-à-dire c'est pour vous permettre de canaliser le paiement. C'est-à-dire le numéro, l'article budgétaire, déjà, je pense que vous avez ces référentiels avec vous, va vous guider pour pouvoir retracer le numéro de compte du trésor qui sera crédité par rapport au numéro de compte qui a été débité de la CIGET. OK. Alors, nous avons une question de Miséréor. Y aura-t-il une séance test pour les opérateurs économiques? Question pour eux de se familiariser avec les différentes actions à mener sur la plateforme, puisque la présentation aujourd'hui était plus orientée vers les banques. Je vais reprendre la question. S'il vous plaît. Miséréor, y aura-t-il une séance test pour les opérateurs économiques? Question pour eux de se familiariser avec les différentes actions à mener sur la plateforme. Donc, il a compris qu'on était orienté sur les banques et ils veulent savoir s'il y aura une séance ou encore voilà, une séance test avec les opérateurs économiques pour qu'eux aussi puissent se familiariser avec cette dématérialisation. OK, merci. Je pense que nous avons déjà eu à communiquer également. Nous avons mis à la disposition des opérateurs les fiches pratiques qui va leur guider de pouvoir initier leurs demandes sur la plateforme. Néanmoins, lors de nos formations, parce que chaque semaine, nous avons également des formations organisées au sein de Ségus RDC qui sont gratuites. Lors de ces formations, nous attelons également sur cet aspect pour pouvoir informer les opérateurs économiques sur la manière dont ils peuvent adresser leurs demandes au niveau du ministère du Commerce pour l'octroi ou soit les renouvellements des numéros import-export. Mais avec notre communication, je pense qu'il y aura des séances qui vont se poursuivre également pour atteindre toutes les couches qui sont concernées par cette dématérialisation. Exactement. Donc, allez-y comprendre que déjà, l'équipe Ségus est disposée à vous accompagner, mais aussi que cette action, la dématérialisation du numéro import-export est tellement simple, je voudrais dire, qu'il y a une fiche technique qui vous permet de vous retrouver très facilement. Donc, voilà, hormis les séances, mais comme de coutume, vous serez informé des différentes dispositions qui seront prises. Alors,
Il y a certaines questions que je saute parce qu'elles sont semblables à ce qui a été dit précédemment par rapport aux questions que nous avons lues. OK. Est-ce que le client est obligé de payer les frais? Ça, c'est la question de M. Glody Zangalandou. Est-ce que le client est obligé de payer les frais dans la banque indiquée sur la facture? Est-ce que toutes les banques peuvent acquitter une facture payée ailleurs? Je pense, je ne sais pas si c'est... Monsieur Glody, est-ce que vous pouvez reformuler? Je trouve que c'est pas très clair. De payer les frais dans la banque indiquée sur la facture. Bon. Oui, mais c'est Claudie, je pense que si j'ai bien compris votre question, une fois que le CGT a déjà désigné une banque sur la note de perception, c'est-à-dire qu'il a explicitement demandé à ce que cette banque-là soit celle qui va acquitter la note de perception. C'est-à-dire que cette facture est exclusivement dirigée vers cette banque-là pour pouvoir l'acquitter. Voilà. Alors, Passion Lusanga, est-il possible de mettre à notre disposition un recueil qui retrace toute la démarche jusqu'à l'autre? Oui, ça, on l'a. Oui, On a la fiche. c'est-à-dire qu'après ces échanges, nous allons vous revenir pour mettre à votre disposition une fiche pratique qui détaille les différentes étapes à prendre pour pouvoir rechercher une note sur base des références que les requérants, en fait, l'opérateur a mis à votre disposition, que ce soit le numéro du BFI, fait le numéro de la note. Vous avez la possibilité de rechercher une facture sur base de ces références et de pouvoir les acquitter. C'est-à-dire que nous allons mettre à votre disposition la fiche pratique qui va vous guider pour votre travail au quotidien. Alors là, je lis les questions. Bon, on a plusieurs questions de Cédric Issumo. Information. Alors, avez-vous tenu compte des défis lors de la mise en œuvre? Résistance au changement, fracture numérique, problème connectivité, et comment seront-ils surmontés? Là, je pense que c'est Monsieur Trésor. Oui, Monsieur Trésor, Monsieur Trésor, on t'a dit? La question de Monsieur Cédric. Donc, il a posé 3 questions, mais la première, elle vous concerne. Donc, avez-vous tenu compte des défis lors de la mise en œuvre, résistance au changement, fracture numérique, problème connectivité, et comment seront-ils surmontés? Monsieur Trésor, vous nous entendez? Exactement, je vous entends très bien. Bonjour, Monsieur Cédric. Euh, Effectivement, comme vous le savez, merci d'abord pour votre question. Mais comme vous le savez, dans le processus d'implémentation des documents, il y a des étapes qu'il faut franchir et parmi les étapes qu'on a franchies, il y a l'étape de l'analyse de l'existant, au cours de laquelle on a eu à analyser ce qui se faisait avant la dématérialisation. Et parmi les points qui ont été posés, il y a l'accès aux infrastructures numériques, j'ai envie de dire Internet, et l'ordinateur ou tout ce qu'il y a comme infra qui va avec, de la part des différentes parties prenantes, aussi bien du côté de l'administration que du côté des requérants. Alors, du côté de l'administration, ils ont été équipés, ils ont la connexion, l'infrastructure nécessaire pour mener à bien leurs opérations au travers du guichet unique. Alors, du côté des opérateurs économiques, aujourd'hui, ce que nous, on a mis en place, c'est de un, en termes de connectivité, on a ce qu'on appelle des centres de facilitation. Donc, pour les opérateurs économiques qui ont du mal, soit en termes d'utilisation du guichet unique ou qui n'ont pas de connexion Internet, bien évidemment, on ne peut pas imaginer un opérateur qui exerce dans les secteurs du commerce extérieur et qui n'ait pas de quoi s'approvisionner en connexion Internet. Donc, déjà, ça, c'est déjà une hypothèse qu'on prend en compte, mais bien évidemment, il est rare qu'on se retrouve dans ce genre de cas de figure, parce que lorsque vous investissez dans les commerces, naturellement, vous avez de l'argent pour pouvoir réaliser vos opérations import-export. Donc, on a du mal à comprendre que vous ne manquez pas de connexion. Mais il peut arriver qu'il y ait des problèmes techniques liés à la connectivité, etc. Voilà pourquoi on a mis à la disposition des opérateurs économiques
ce qu'on appelle des centres de facilitation. Ce sont des espaces qui sont localisés dans nos bureaux, équipés d'ordinateurs, et qui fait en sorte que les opérateurs économiques qui auraient des soucis de connexion peuvent se rapprocher de nos bureaux pour pouvoir souscrire à ces documents en ligne via la plateforme du guichet unique intégral du commerce extérieur. Et ceux qui sont dans des localités où Ségus n'a pas de bureaux, effectivement, on a un call center qui est disponible pendant toute la semaine. Et justement avec ce call center, on a des équipes qui accompagnent au quotidien les acteurs dans la souscription de ce numéro. Donc voilà un peu la réponse, de manière succincte qu'on peut accorder à la première préoccupation sur la connectivité ou l'accès au formulaire de demande du numéro import-export qui a été dématérialisé. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ntwali. Permettez-moi d'enchaîner aussi avec vous, Oumi, parce que là, il a posé 3 questions. La première, celle que vous venez de répondre. La deuxième, elle a déjà été répondue parce qu'il s'agit de formation et d'accompagnement. La troisième, elle est relative à la sécurité de paiement et lutte contre la falsification des documents. Sont-elles assurées dans le cadre de la dématérialisation du numéro import-export? Donc, ça peut être vous, Madame Oumi, oui, pour répondre. Merci Laura pour la parole. Bon, je crois à Monsieur Chris, c'est ça? C'est Monsieur. Oui, Monsieur Cédric. Cédric ici. Monsieur Cédric. Ok. Alors, en ce qui concerne la sécurité, déjà pour refaire un peu l'état de situation, le guichet unique en soi est un tiers de confiance et c'est une plateforme tiers de confiance pour ces échanges électroniques. Comme vous le savez, nous échangeons avec plusieurs structures, hormis ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, qui concerne le secrétariat général du commerce, mais nous sommes interconnectés avec la douane, la Banque centrale et j'en passe. Et toutes ces interconnexions se font de manière sécurisée. Aujourd'hui, dans le monde de la digitalisation, la sécurité reste le leitmotiv de ce qui est mis en place. Alors, la sécurité des paiements, effectivement, donc l'ensemble des process liés au guichet unique sont sécurisés. Donc, les paiements, vous le savez, sont validés, du moins la facture, elle est validée au niveau de S1, du guichet unique, mais l'encaissement du paiement en soi se fait au niveau des fonds, se fait au niveau de la banque. Donc, il y a 2 aspects qu'il faudrait bien scinder parce que juste pour m'assurer qu'il n'y a pas une nuance à ce niveau sur la question. Donc, d'un point de vue électronique, vous avez la confirmation de votre paiement au travers de la plateforme du guichet unique, mais ensuite, les fonds ne sont gérés qu'à partir des banques respectives. Ensuite, vous avez parlé de la lutte contre la falsification des documents, sont-elles assurées? Oui, effectivement. Donc là, aujourd'hui, la plateforme du guichet est en cours de certification de la norme 27001, qui est une norme de sécurité qui confirme la sécurité électronique de la plateforme. Donc, dans les échanges électroniques, il y a trois caractéristiques qui sont obligatoire. Donc, nous avons la confidentialité de l'information, nous avons l'intégrité de l'information et la disponibilité de cette information. Donc, la confidentialité, c'est que les éléments qui sont mis à la disposition ne seront visibles que pour les personnes ayant les attributions ou les droits d'accéder à cette information-là. L'intégrité, c'est qu'aucune falsification n'est possible. Et je rappelle aussi que les échanges se font de système d'information à système d'information sur des liaisons sécurisées, cryptées et chiffrées.
Et en dernier, nous avons la disponibilité. Donc, la disponibilité, c'est que la plateforme sera toujours disponible, mais également votre document. Donc, vous pouvez accéder à votre documentation, à votre dossier à n'importe quel moment de la journée, hein, ou la période dans l'année. Donc, ce sont ces trois critères-là qui caractérisent tout système d'information qui regroupe les standards actuels de sécurité. Donc, nous avons la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Voilà, je pense qu'avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus d'éclaircissement. Merci. Merci, Madame Oumi. Nos micros, en fait, pour la majorité, sont désactivés, mais j'allais vous demander, vous tous, d'applaudir Madame Oumi. Vous comprenez que les systèmes mis en place par Ségus et surtout par notre directrice technique est très efficace. Donc, une fois de plus, je nous invite à ne pas nous inquiéter et surtout, bien sûr, si vous avez d'autres questions supplémentaires, nous sommes là. Surtout questions techniques, Madame Oumi est là pour vous répondre et vous serez toujours satisfait. Voilà. Alors, la question de monsieur Trésor Pierre Lingolé, nous avons déjà répondu. Les fiches seront envoyées au sortir on va dire, au sortir de ces webinaires. Nous allons renvoyer les fiches et la présentation. Voilà. Nous avons la question, monsieur Chilumba. J'ai pas compris. Il parle de quelle plateforme? Parce que là, la dématérialisation du numéro import export. En fait, Monsieur Chulumba, je ne sais pas s'il faut vous répondre. La plateforme de guichet unique est déjà opérationnelle depuis. Cette fois-là, nous sommes en train de parler au fait de l'opérationnalisation de l'octroi du numéro import-export au travers de cette plateforme. Donc, c'est cette opérationnalisation-là qui a été rendue opérationnelle depuis les 5. C'est sur ça dont nous sommes en train de discuter maintenant. Néanmoins, la plateforme est déjà opérationnelle depuis. OK. Nous avons la question de Rémi Rem. Conformément au texte en vigueur, le numéro, une fois produit pour une première année, doit être renouvelé pour les années qui suivent avant le 31 mars. Mais lorsque pour une année B, un opérateur a son numéro en cours de validité et pour l'année C, il ne le renouvelle pas. Il vient le renouveler pour l'année D. Il sera passible des pénalités. Pouvez-vous confirmer ce cas de figure? Oui, merci, monsieur Chulumba, pour la question. Je pense que ça, c'est une question qui est vraiment beaucoup plus appropriée pour le commerce extérieur. Mais néanmoins, nous savons que une fois que votre numéro import-export est en cours de validité et pour l'année suivante, vous n'avez pas renouvelé, c'est-à-dire que si vous pensez que vous n'aurez pas des opérations d'importation et d'exportation, le commerce extérieur exige à ce que vous puissiez vous rapprocher de leur administration pour pouvoir signifier cela par un courrier. Et je pense qu'ils vont devoir prendre acte de cela. Et lorsque vous viendrez pour renouveler l'année qui va venir, c'est-à-dire qu'avec cette note, ce courrier-là que vous avez déjà déposé au niveau du commerce extérieur, ça va vous couvrir de ces pénalités-là qui ne seront pas taxées à votre compte. Voilà. OK. Nous avons les questions de Joseph Oyema et Oza Aïlele, Karine, qui sont entrées en cours de ce webinaire. Nous vous prions de noter. Donc, on vous rassure que cette présentation sera diffusée. Donc, on va la retravailler et diffuser sur nos chaînes YouTube. Donc, parce qu'on ne peut pas reprendre, vous êtes arrivé en cours pendant que nous sommes en train de faire la présentation. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour tous ceux qui sont arrivés en retard, nous allons diffuser et vous envoyer le lien YouTube pour que vous ayez la possibilité de revoir encore et encore et comprendre. Et n'hésitez pas de noter que nos équipes sont là pour vous accompagner. Voilà. Wow. Bon. Ça, c'est la question de M. Didier. Existe-t-il une différence entre le numéro import-export du GUS? Donc, quand vous dites GUS, c'est le guichet unique de création d'entreprise. Il y a le GUS, nous, c'est le GUS, guichet unique intégral du commerce extérieur, mais je pense qu'il parle de... Existe-t-il une différence? Oui, existe-t-il une différence entre le numéro import-export du GUS et la licence BCC d'importation
des biens et services. Oui, bon, je pense que Gus, là où je pense que déjà, Monsieur Didier, merci pour votre question. Là, vous faites allusion au numéro import-export et à une déclaration d'importation des biens, soit d'exportation des biens de la Banque centrale. Donc, ça dit qu'il y a une nette différence, ce n'est pas un même document, ce sont des entités différentes déjà. Et le numéro import-export, pour revenir, ce n'est pas délivré par le guichet unique. C'est délivré par le secrétariat général au commerce via la plateforme du guichet unique. Donc, la plateforme du guichet unique n'est qu'un canal pour le commerce extérieur de pouvoir délivrer ces numéros par export aux différents opérateurs économiques. Voilà. OK. Je pense qu'il y a... Bon, j'ai vu plusieurs questions qui posaient combien coûte le numéro import-export, mais je pense pas que c'est nous qui sommes habilités à répondre à cette question. Je pense que c'est tout. Nous avons le mail de Moussimbagui. Oui, je pense que c'est tout. Nous avons répondu à toutes les questions. Je vois les mains levées. Voilà. Alors, il y a Rémi RM qui rebondit sur sa question. Vous avez bien dit qu'il faut une lettre de notification. Donc, au renouvellement, l'opérateur devra le scanner dans la plateforme avant de procéder au renouvellement ou comment cela va se passer? Euh, oui, Monsieur Rémy, je pense que ça, ce sont vraiment des questions techniques. Je pense que si vous avez besoin de beaucoup plus de détails, il serait mieux que vous puissiez vous rapprocher du commerce, du secrétaire général du commerce extérieur pour avoir beaucoup plus d'éléments sur le renouvellement. Néanmoins, lors des traitements des demandes qui sont soumises en ligne, donc ça dit que les agents qui sont commis au traitement, ils prennent le temps de pouvoir vérifier en amont déjà que c'est un assujetti qui revient pour un renouvellement ou soit c'est une première demande ou soit s'il y a eu des litiges avant, ils les traitent vraiment en interne. Mais si vous pensez que vous avez vraiment besoin de beaucoup plus d'éléments, il serait mieux de pouvoir vous rapprocher du secrétariat général pour beaucoup plus d'informations. Voilà. Ok. Merci, Monsieur Fils. Pour ceux qui lèvent la main, je vous prie, s'il vous plaît, de noter les questions dans le chat. On va vraiment répondre à toutes les questions. Prière de noter sur le chat. Alors, Monsieur Benito, solidaire. Bon, j'allais dire que je suis un peu déçue de votre question parce que Madame Oumi nous a rassurés en nous présentant tous les systèmes qui étaient mis en place. C'est vrai que c'est pas un peu la même chose, mais je pensais que c'était un peu plus clair. En cas de panne du système Ségus, Madame Oumi, quelles sont les procédures de continuité? Question de Monsieur Benito. Alors, Comment la en sécurité cas et de, comment la sécurité et la confidentialité des données sont-elles garanties? Ce sont les deux questions de Monsieur Benito. alors, en cas de panne du système, alors donc là, aujourd'hui, nous avons un site de secours sur lequel c'est la réplication identique du site principal que nous utilisons, sur lequel vous vous connectez rapidement. Donc, en termes d'architecture, je ne sais pas si M. Benito est plutôt technique, mais je pense que je vais utiliser des termes qui vont peut-être potentiellement plus lui parler un peu plus qu'à d'autres. Donc, nous avons une plateforme qui est résiliente aux pannes, gérée par GeoCluster. Donc, aujourd'hui, le système Ségus, techniquement, a une architecture qui est redondée en termes de différents clusters applicatifs. Donc, voilà, il vient de dire qu'il était technique, donc je pense que ce que je viens de dire va lui parler. Donc, la plateforme Ségus a une architecture redondée sur, au-delà du load balancing. On n'a pas que du load balancing. Là, je suis en train de parler du géoclustering. Donc, nous avons une réplication sur les différents clusters qui sont à la fois, donc on a une résilience à la fois sur le site primaire et le site secondaire. Ce qui fait que déjà, pour la petite histoire, nous sommes à moins de 5 minutes
en cas de défaillance ou de panne sur l'un des clusters du site. Hein. Là, je vais parler du site parce qu'on a de la géoclustering sur les applications, mais également sur les différents sites. Donc, le site de repli, le site de secours et le site principal qui est celui qui est toujours actif, quoi. Donc, les deux plateformes, du moins les deux environnements sont redondés avec avec un RTO de, c'est 3 minutes, hein, même pas. C'est quelques secondes. Quelquefois, c'est même transparent. En fait, c'est conçu pour être transparent au niveau de l'utilisateur. Là, c'est ce qui est en termes de pardon, je remonte un peu pour vous lire la question, oui, sur la continuité de service. Et pour vous rassurer encore un peu plus, dans les mécanismes que nous avons, comme je le disais, nous sommes en train de viser la certification 27001. Donc, il y a des tests de continuité de service qui sont effectués, ça c'est suivant nos procédures internes, qui sont effectués tous les semestres, justement pour garantir qu'on n'a pas un site de secours que pour avoir un site de secours, mais qu'on a un site de secours qui peut bel et bien fonctionner. Et je pense que la dernière fois qu'on a migré, qu'on a travaillé sur ce site pendant 4 jours, c'était au mois de juin, pardon, durant le mois de juin. Donc, ce sont des exercices que nous avons l'habitude de faire et qui se font en toute transparence pour la communauté des affaires du commerce extérieur. En ce qui concerne la confidentialité des données, oui, effectivement, elles sont garanties. Bon, je pense que la question confidentialité sécurité, c'est la question à laquelle j'ai répondu tantôt. Oui, elles sont garanties par le simple fait déjà qu'au niveau des administrations, tous les profils n'ont pas accès à la même information. Donc, je pense que lors de la présentation de M. Fils, il a fait allusion aux différents profils qui segmentaient un peu l'accès à l'information pour la même structure. Même au niveau des banques, on peut avoir ceux qui sont des approbateurs, d'autres qui vont faire certains types d'actions et autres. Donc, déjà là, ça garantit une certaine confidentialité de l'information. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à toutes les questions. La question qui suit, je repasse la main à Madame Laura, qui pourra revenir vers vous sur ces questions. Monsieur David, Laura, si tu permets, il y a une question encore technique, je vais enchaîner directement. La question est de savoir si l'infrastructure est prête sous cloud. Allez-y, Madame. Je ne sais pas si je devrais vraiment vous répondre à cette question parce que, et puis après, je ne vais quand même pas étaler toute la stratégie que nous avons en place sur notre architecture, mais peu importe que ce soit on-premise ou hors cloud, de toutes les façons, pour les personnes qui accèdent à S1, vous verrez que c'est complètement transparent. Ça peut être sur le cloud ou on-premise. C'est carrément transparent, quoi. Donc, je pense que sur cette question, je me réserve le droit de ne pas accorder de réponse. Merci. Merci, Madame Oumi. Monsieur Benito, j'aimerais vraiment avoir votre réaction. Est-ce que vous êtes satisfait? Parce que Madame Oumi nous a déjà donné, on va dire, le schéma, elle nous a expliqué clairement. Monsieur Benito, est-ce que je peux avoir le fait que vous soyez rassuré, votre réaction, s'il vous plaît, avant qu'on passe à la prochaine question? Merci, Monsieur Benito. Alors, Monsieur Rémi Rem, vous posez vraiment des questions relatives, en fait, je pense que c'est le ministère du Commerce extérieur qui doit répondre. Et Monsieur Fils, vraiment. Monsieur Rémi, hein, je pense. Oui, Rémi Rem. Oui. Ce sont des questions. Monsieur Rémi, excusez-moi. Donc, il dit, je serai notifié pour que tout le monde entende. Donc, je serai notifié via la plateforme que je ne peux pas renouveler car je dois passer au secrétariat pour régler les litiges que j'ai avec le secrétaire du commerce extérieur. OK. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que cette démarche du traitement des numéros du secrétariat général au commerce est encadrée par un arrêté dont ce que vous pouvez voir sur votre écran là. Donc, il y a un arrêté qui existe qui a stipulé toutes les constitue les pénalités ou soit
tout ce qui est prévu pour les traitements de numéro import-export, soit en cas de pénalité de renouvellement ou soit une première demande. Je pense que nous allons également les partager à l'ensemble de l'assistance pour que vous puissiez prendre également connaissance de cet arrêté qui existe. Et, et à ce qui concerne la notification, c'est-à-dire la plateforme telle qu'il est conçu, lorsque le ministère du Commerce traite votre demande, s'il y a des litiges à régler, c'est-à-dire ils ont la possibilité de pouvoir renvoyer votre demande en incomplet. Et quand ils renvoient la demande en incomplet à l'opérateur économique, cette demande et ces renvois-là est motivé également par des commentaires pour informer l'opérateur, soit des informations qui manquent, ou soit de ce qu'il doit pouvoir faire pour faire avancer le traitement de son dossier. C'est-à-dire qu'en temps réel, vous pouvez voir ces statuts-là en incomplet et voir également les commentaires qui accompagnent, qui motivent ces statuts-là où la demande est mise en incomplet. Et ça va vous informer de quoi il s'agit et c'est sur base de ça que vous allez interagir avec le MINCOM. Voilà, c'est un peu ça. OK. Alors, je vois des mains levées. Si vous pouvez noter, parce que nous avons désactivé le son. Monsieur René, je vois qu'il a levé la main à plusieurs reprises. Osa Aïlele, Karine, si vous pouvez noter, parce que je pense qu'il n'y a plus de questions. Vous pouvez noter vos questions, comme ça, Monsieur Fils ou Monsieur Trésor, Monsieur Freddy ou Madame Oumi pourront répondre si ça concerne leur domaine. Donc, on vous laisse le temps de noter. Monsieur René, vraiment, nous sommes à votre disposition. Posez toutes les questions. Je vais juste faire un recap de ce qui a été dit. OK. OK. Partager les contacts techniques. OK. Donc, pour les contacts techniques, c'est... Oui. Technique, c'est le numéro de Madame Oumi, de la technique. Donc, on va donner le numéro du call, de la technique. Merci. Donc, c'est Monsieur David qui avait posé la question un peu plus en avant. C'était Monsieur. OK. Alors, nous avons déjà le call center. Donc, vous pouvez nous joindre à tout moment pour différentes questions. OK, voilà. Donc, Trésor a partagé l'adresse mail de la technique. Monsieur David Lumbu, vous pourrez poser vos questions. On va dire en aparté parce que peut-être vous ne voulez pas mentionner cela ici. Monsieur Alain Capaille. OK, voilà. Donc, Monsieur Lumbu, vous avez et l'adresse mail et le numéro de téléphone qui sont dans le chat. Donc, vous pouvez support technique ou le support client à tout moment. Voilà. Monsieur Alain Capaille a posé une question. Vous pouvez partager l'écran. Il veut savoir quel est le nom de la facture liée au numéro import-export. Oui, merci. Merci, Monsieur Alain, pour votre question. Je pense que lorsqu'on nous avons fait la partie pratique ici, nous avons illustré cette facture pour vous dire que là, nous avons nous avons la référence de la facture, soit de la note de perception qui est dématérialisée dans les caisses. Alors, dans les types des factures, vous avez la possibilité d'isoler ou soit de ne sélectionner que les factures qui sont mentionnées par invoice numéro import-export. C'est avec ça que vous pouvez retracer toutes les notes de perception liées à l'octroi du numéro import-export au travers de la plateforme guichet unique.
Néanmoins, vous avez également la possibilité, sur base du bordereau, de la référence du bordereau de feuille unique, de pouvoir retracer également la facture dans la plateforme du guichet unique dans la partie facturation. Voilà. Donc, si je peux revenir en arrière. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Avec cette référence ici, invoice numéro import-export, vous avez la possibilité dans la rubrique type de facture de pouvoir isoler que les notes de perception liées au numéro import-export. Et en deuxième lieu, vous avez également la possibilité, sur base du bordereau de feuille unique, de pouvoir retrouver facilement la facture sur la plateforme. Merci. Merci, Monsieur Fils. J'aimerais revenir encore là-dessus. Nous allons, une fois que ce webinaire sera clôturé, nous vous ferons un mail avec la présentation que Monsieur Fils vient de faire et vous aurez également la fiche pratique et le lien YouTube, car nous allons disponibiliser cette présentation sur notre page YouTube. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre page YouTube, nous vous invitons à vous abonner ainsi que dans nos différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de Ségus RDC. Donc là, je pense que au-dessus, non, il n'y a plus. Bon, c'est déjà fait. Quelle est l'implication du paiement de ce numéro import-export lors de la création d'une licence? C'est la question de Christopher Mumbo. Quelle est l'implication du paiement de ce numéro import-export lors de la création d'une licence? Bon, je pense que c'est... Bon, on peut reformuler. Lui, il pose par rapport à ce qu'il a compris, mais je pense que beaucoup de gens font le lien avec la licence, donc la deep dev, ils font des liens, mais il faut expliquer que c'est une étape. Il faut leur expliquer. Non, le numéro import-export, déjà, comme nous avons dit au départ, c'est obligatoire pour tout importateur ou exportateur. Donc, avant d'entamer les opérations d'importation, d'exportation, vous devez obligatoirement disposer d'un numéro import-export en cours de validité. Et il y a un arrêté, l'arrêté que je venais d'afficher tantôt là, qui encadre cette disposition. Alors, sur la plateforme du guichet unique, il y a pas de lien avec le numéro import-export, mais néanmoins, c'est une disposition du ministère du Commerce extérieur qui stipule que tout opérateur économique doit disposer d'un numéro import-export. Alors, si vous passez outre ces mesures, ça veut dire qu'il y a des dispositions de pénalités qui sont également engagées par le secrétaire général au commerce et pour les assujettis qui n'obtempèrent pas à cette démarche. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Fils. J'espère que Monsieur Christopher, vous avez eu réponse à votre préoccupation. S'il n'y a plus d'autres questions, je ne sais pas, nous avons un invité qui est présent ici. Il a préféré être en présentiel plutôt qu'en ligne. Je ne sais pas si vous avez suivi du début. Vous avez des questions par rapport à la présentation, mais comme vous êtes arrivé à court, je vais répéter ce que j'ai dit aux participants. Nous allons disposer cette présentation sur YouTube pour tous ceux que vous avez peut-être ne pas suivre ou manquer. Donc, ça sera disponible et nous allons partager dans les jours qui suivent. On va dire la semaine prochaine, déjà, nous allons partager la présentation que M. Fils a faite et nous allons partager la fiche pratique ainsi que le lien pour que vous puissiez suivre cette présentation. OK. Donc, dans cette salle, hormis moi et M. Fils, donc nous avons un représentant c'est la DGRAD et Israël qui est assistant communication. Donc, merci à tous pour votre participation. Je vais juste faire un récap très rapide, vraiment. Merci pour votre temps. Donc, l'objet de cette présentation était la dématérialisation du numéro import-export via les guichets uniques intégral du commerce extérieur. Nous avons présenté le contexte
pour que vous puissiez savoir déjà ce que c'est le numéro import-export, à qui est-il destiné. Et nous savons que le numéro import-export est destiné aux opérateurs économiques. Donc, tous ceux-là qui importent ou exportent doivent se munir d'un numéro import-export qui est dématérialisé aujourd'hui dans la plateforme du guichet unique intégral du commerce extérieur. Nous vous avons présenté les 4 objectifs liés à cette dématérialisation. OK. D'accord, d'accord. Alors là, je vais vous inviter, excusez-moi, de me mettre à côté. Comme ça, ceux qui sont là vont vous voir. Nous avons abordé les objectifs. Nous avons parlé des étapes du processus de paiement dans le guichet unique intégral du commerce extérieur. Nous avons martelé sur les rôles des banques. Qu'est-ce que les banques font? Comment ils accèdent dans le module? Quelles sont les vérifications qu'ils effectuent? La référence de la note de perception et la validation du paiement et la transmission ainsi que la confirmation qui se fait sont les éléments que nous avons abordés. Nous avons parlé des avantages parce que c'est bien beau de dématérialiser, mais il y a aussi des avantages que les opérateurs et même les banques, tout cela qui passe par les guichets uniques intégraux du commerce extérieur, tirent de cette dématérialisation. Donc, nous avons abordé cela en 4 points et M. Fils a eu à faire un rappel du schéma du processus. Qu'est-ce que l'opérateur économique fait donc? Parce que ça commence par lui. Qu'est-ce que le ministère du Commerce extérieur effectue au sein de la plateforme? Qu'est-ce que la banque effectue? Et qu'est-ce que toutes ces opérations se font concrètement au sein du guichet unique intégral du commerce extérieur? Ce sont ces éléments-là du schéma de processus que M. Fils a présenté. Ensuite, nous sommes passés à l'étape de recommandation parce que cette dématérialisation, la mise en place du guichet unique intégral du commerce extérieur implique tout un chacun. Pas que les agents Ségus, mais ça implique les banquiers, les opérateurs économiques et tout autre profil, dirais-je, qui intervient dans le guichet unique intégral du commerce extérieur. Et j'aimerais le rappeler parce que c'est très important. La première recommandation que M. Fils a faite, c'était de sensibiliser les agents sur le paiement de la note liée au numéro import-export via le guichet unique intégral du commerce extérieur, la célérité dans le traitement. Parce que vous vous rappelez qu'on nous a posé une des questions de savoir ça prend combien de temps. M. Fils a mentionné que c'est 24 heures, mais notre souhait dans le futur, c'est que nous puissions dire que obtenir un numéro import-export au sein du GUS prend 30 minutes. Pourquoi pas 10 minutes? Mais tout cela dépend de nous, de vous, de tout un chacun par rapport à son intervention au sein du guichet unique. Et ensuite, il a clôturé par la présentation du communiqué provenant du ministère du Commerce extérieur. Je pense que j'ai tout résumé, Monsieur Fils, et je vais donner la parole. Vous allez vous présenter parce que là, on va vous voir, vous vous présentez et vous allez intervenir par rapport aux pénalités. Vous vous présentez. Oui, je me présente. Je m'appelle Monsieur Moulimassio Pompio. Je suis chef de division des recettes administratives de la DGRAD. C'est la division qui encadre beaucoup plus les recettes liées au numéro import-export. Voilà ce que je peux. Si je pouvais dire par rapport à la question me posée par Madame Laura. Concernant la pénalité ou des amendes liées au numéro import-export, ces amendes, c'est quand la personne, il y a un délai butoir que la loi donne à toute personne pour souscrire à son numéro import-export. Et le délai, c'est au plus tard le 31 mars de chaque année. Alors, dépasser ce délai, une fois que vous souscrivez votre numéro import-export au-delà du 31 mars, il y a des pénalités que l'administration du commerce extérieur va infliger à tout opérateur économique. Et ces pénalités, comme on avait martelé ça se trouve dans l'arrêté interministériel, l'arrêté 019, je crois. Hein? C'est l'arrêté 019. Si je ne me trompe pas, je dois avoir l'arrêté avec moi. C'est l'arrêté 019. L'arrêté interministériel 019 et 119 prévoit les pénalités ou amendes de triple au quintuple du montant prévu, le montant de la taxe. Donc, comme pour les personnes physiques, la taxe est de 250, si la personne ne sollicite pas son numéro import-export à temps réel, c'est-à-dire au
plus tard le 31 mars. S'il vient après le 31 mars, il y a des pénalités, des triples, aucun type qu'on doit l'infliger. Voilà ce que je pouvais dire sur les pénalités. D'accord. Merci à vous. Je pense qu'on a résumé, on a abordé toutes les questions. Merci pour votre éclaircissement et pour votre présence aussi. Alors, bon, il y a 2 questions, Monsieur Fils. Est-ce que vous nous permettez? En tout cas, c'est si vous nous permettez, parce que là, nous avons déjà, on va dire, 2 heures. Nous avons, on va dire, atteint le maximum, mais il y a 2 questions supplémentaires qui se sont rajoutées. Est-ce que je demande aussi à ceux qui sont présents dans ce webinaire de nous accorder le temps de répondre à ces 2 questions, parce que je vous l'ai dit dès le départ que nous allons répondre à toutes vos questions. Donc, nous répondons à nos engagements, c'est ce que Ségus fait. Ça fait partie de nos valeurs aussi. Donc là, nous avons 2 questions. Je pense qu'il y a une qui vous est adressée, parce que c'est la DGRAD, et Monsieur Fils, voilà, on peut répondre. Et je vous demande, et cette fois-ci, donc on répond à ces 2 questions, et nous allons clôturer parce qu'on a déjà fait le récap de ce qu'a été cette présentation. Voilà, Omega. D'accord. Merci, Monsieur Omega, pour votre question. Je peux te lire que tout le monde voilà. Omega a posé la question. Au départ, le client ne pouvait pas avoir accès à Ségus, donc au GIS, sans ce numéro. Maintenant, le client doit soumettre la validation de la facture chez Ségus. Comment va-t-il procéder? OK, merci pour votre question. Je pense que actuellement, comme le numéro import-export est dématérialisé dans le guichet unique, le requérant qui voudrait s'enregistrer dans le guichet unique, mais qui n'a pas le numéro import-export, nous procédons à la création de son compte dans le guichet unique, et ceci va permettre à ce que cet assujetti ou cet opérateur puisse au préalable soumettre d'abord sa demande du numéro import-export au niveau du commerce extérieur. Et une fois que le numéro import-export est délivré, il pourra ensuite poursuivre avec ses opérations d'import-export dans la plateforme guichet unique. Voilà. Merci, Monsieur Fils. Alors, il y a Joseph qui a posé une question. Il dit, les entreprises créées au cours de l'année, donc après le 31 mars, sont-ils soumis aux pénalités de retard? Donc, après l'échéance, l'entité vient, elle vient soumettre. Est-ce qu'ils sont soumis aux pénalités? Non, les entreprises nouvellement créées, c'est-à-dire que votre entreprise vient d'être créée à peine, ou c'est la première fois que vous vous présentez au niveau du commerce extérieur, vous n'êtes pas soumis aux pénalités. Vous êtes soumis aux pénalités si, quand on va vérifier vos pièces ou votre RCCM, vos ITNAT que vous avez déposé, et que vous êtes une entreprise qui existait déjà depuis longtemps. Et on sous-entend par là que, oui, vous existez, mais vous faisiez aussi des importations sans pour autant obtenir les numéros import-export. Là, vous êtes soumis à ces pénalités. Mais si, en jetant un coup d'œil à vos documents RCCM, ITNAT, on se rend compte que c'est une entreprise qui vient à peine d'être créée, vous n'êtes pas soumis aux pénalités. Okay. Merci. Je pense que c'est clair. On n'a plus d'autres questions. J'aimerais vous remercier tous pour votre présence, pour votre participation, pour votre patience aussi. J'espère que les éléments qu'on vous a donnés, les informations qu'on vous a transmises étaient très claires, que vous avez compris maintenant. Et je nous invite tous à nous rappeler que le guichet unique intégral du commerce extérieur, quel que soit en fait le mode ou encore la dématérialisation du document qui s'effectue, parce que Fils l'a dit, c'est un système qui évolue. Donc, on s'adapte aussi aux besoins des clients. Vous devez comprendre que cela nous concerne tous. Donc, j'invite encore une fois de plus les banques, les opérateurs économiques et à tout un chacun de pouvoir pleinement jouer son rôle. Donc, ça nous concerne nous tous. Merci encore une fois de plus pour votre participation. Merci pour vos questions. Et on ne se limite pas là. Nous sommes disponibles. Vous avez le call center, notre call center qui est le numéro de téléphone, les 084 338 59 59. Et nous avons notre adresse mail supportclient@segusrdc.cd. Et nous avons aussi les différents réseaux sociaux. Nous sommes
disponible à tout moment à vous répondre. Et aussi, n'oubliez pas que la plateforme qui est le plus beau projet que l'État congolais a mis en place est là pour pouvoir répondre à vos besoins et surtout à vous faciliter dans vos opérations d'import, export et transit de marchandises. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée ou encore début de, on va dire, bientôt c'est la pause. Donc, des bonnes choses à vous et je ne sais pas si Monsieur Fils, vous avez quelque chose à dire. Non, merci à tous et pour votre participation, pour les échanges qui ont été très enrichissants. Je pense que la plateforme guichet unique, c'est vraiment une merveille technologique que la RDC vient de connaître avec le commerce extérieur. Nous pensons qu'avec la participation de tout le monde, on va devoir aller plus loin avec cette technologie. Voilà, les points. OK. Monsieur Trésor, Madame Oumi, Monsieur Freddy, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on clôture complètement? Monsieur Trésor, Madame Oumi, Monsieur Freddy, un dernier mot? OK, donc je vois Monsieur Freddy écrit merci à tous pour la participation et des questions pertinentes. Alors à ces mots, je vous dis encore merci et à très bientôt parce que nous organiserons aussi d'autres webinaires. Merci beaucoup.